Je partage l'écran et j'ouvre la porte. Ok, bienvenue tout le monde. Les gens sont en train de rentrer. On attend encore quelques personnes qui sont dans la salle d'attente. Et on va démarrer dans quelques secondes. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On est au 5e jour de la conférence Enough for Change. On est à la 4e conférence de la journée. Le thème d'aujourd'hui, c'est apprendre et animer à l'ère numérique. Alors, pour donner quelques consignes, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Vous le savez, ceux qui nous suivent depuis le début, on vous conseille de prendre des casques audio, de laisser les caméras allumées parce que ça nous permet de mieux savoir face à qui nous sommes. Mais par contre, de couper vos micros. Gardez vos micros coupés, intervenez dans le chat et voilà, nous réagirons dans le chat si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes techniques. Cette conférence sera enregistrée et diffusée sur YouTube. Donc, si vous souhaitez garder votre confidentialité, on vous propose tout simplement de couper votre caméra et de vous renommer. Dernier petit point, nous avons eu quelques intrusions les derniers jours. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé de temps en temps. Des personnes mal intentionnées qui se sont joints au groupe. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs. Si vous voyez des propos déplacés, c'est pas nous. Ce sont les intrus. Si vous voyez des liens que vous ne connaissez pas, ne cliquez pas dessus. Et voilà, il peut y avoir aussi des vidéos à un moment qui soient un peu bizarres. Dès qu'on va s'apercevoir de ça, on les sortira du... Ça, je partage. Ah, mais je ne partage pas la bonne chose. Dès qu'on les verra, on les exclura de la conversation. Voilà. Aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui, donc c'est une table ronde sur le thème du e-learning pour savoir est-ce que l'Afrique est prête à faire du e-learning. Autour de la table, nous avons trois experts qui expérimentent sur le terrain en Afrique le e-learning. Je vais commencer à présenter Christian Elonguet. Christian donc Christian, si tu peux lever la main, comme ça on te repère bien, voilà. Enchanté Christian. Christian est consultant, chercheur, conférencier en gestion des connaissances et des technologies éducatives. Il a déjà publié une 60aine d'articles sur les jeux sérieux, serious game. C'est aussi un serial MOOCer. Il a suivi plus de 42 MOOC et obtenu des certifications de plus de 42 MOOC. C'est impressionnant. Christian travaille pour WACSI, l'Institut de la société civile en Afrique de l'Ouest, et il contribue au projet de e-learning et plus spécifiquement un projet dont on a un petit peu parlé mercredi, qui est le Change the Game Academy. Donc aujourd'hui, on s'intéressera non pas au contenu de cette formation qui est intéressant, mais surtout sur la forme et comment ils arrivent à faire vivre ce e-learning. On a également Abdoulaye Sawadogo qui a des petits problèmes techniques. J'espère que ça va mieux. Abdoulaye, ah oui, on te voit ici. Tu peux lever la main, Abdoulaye.
Euh, Abdoulaye est cofondateur de l'association burkinabé de fundraising, ABF. Il est maître formateur en mobilisation des ressources locales et il est directeur du programme Change the Game Academy au Burkina. C'est lui qui met ça en place pour le Burkina en partenariat avec Wild Gansen. La dernière personne autour de la table, le dernier panéliste, c'est Martial Gervais Odenbella, qui est au Cameroun. Alors, Martial Gervais est un expert en entrepreneuriat technologique. Il est le fondateur d'un centre de formation en ligne qui s'appelle Bellomar Learning, spécialisé dans le digital learning. Bellomar Learning propose des formations payantes pour développer des activités professionnelles comme la fabrication de produits de beauté ou la commercialisation des déchets plastiques. Voilà, donc ça, ce sont nos trois experts qu'on va pouvoir interroger aujourd'hui. Avant de leur donner la parole et afin d'introduire ce sujet, je vous propose de prendre le témoignage de Kevin d'ailleurs, peut-être qu'on prononce. Kevin Cassouvin, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien, ça va maintenant. Merci. Alors, Kevin a suivi un MOOC et voilà. Donc, je voudrais que Kevin, tu nous dises en quelques mots quel est le MOOC que tu as suivi en tant que participant et qu'est-ce que ça t'a apporté et quels sont les freins que tu as, les difficultés que tu as rencontrées. On t'écoute, Ok, Kevin. merci. Donc, c'est Kevin Kassoui. J'ai suivi 6 MOOC de l'UCN, à savoir le MOOC en gestion des aires protégées, la conservation des espèces dans les aires protégées, l'application des lois dans les aires protégées, le suivi écologique dans les aires protégées, la valorisation des aires protégées et enfin les nouvelles technologies dans les aires protégées. Alors, il faut comprendre que le contenu de chaque cours, et plus précisément la structuration, qui part souvent du constat, qui débouche sur les conséquences, avant de proposer ce qui devrait être fait. C'est des cours assez clairs qui m'ont permis vraiment de m'améliorer beaucoup en ce qui concerne la conservation de la biodiversité. Alors, il faut dire que le MOOC aussi, le MOOC est ouvert à tout le monde, sans distinction de sexe ni de race. Et ceci est gratuit jusqu'à l'obtention de l'attestation. Est-ce que tu veux nous partager ce que ça t'a apporté et peut-être quelles ont été les difficultés à suivre un MOOC? Kevin, tu es de quel pays déjà? Je suis béninois, je suis au Bénin. Tu es au Bénin en ce moment. Oui, je suis au Bénin. Est-ce que tu veux partager avec nous ce que ça t'a apporté de pouvoir suivre une formation en ligne, mais aussi peut-être les difficultés que tu as rencontrées? Merci. Comme apport, je peux dire que c'est mon compte permet de renforcer mes capacités dans, dans la gestion des aires protégées en général. Déjà, ces MOOC m'ont permis de décrocher certaines formations aussi à l'international. Pour ce qui est des difficultés, au début, c'était surtout la connexion Internet. Parce que, à part les supports en PDF, il y a aussi les vidéos qui expliquent de façon pratique les cours. Maintenant, quand la connexion n'est pas bonne, on a souvent du mal à suivre les vidéos. Donc, la grande difficulté, c'est surtout la connexion. Quand la connexion n'est pas bonne, ce n'est pas souvent facile. Ok. Mais écoute, merci, merci Kevin pour ce témoignage. Tu restes avec nous et tu peux intervenir dans le chat si tu veux rajouter des commentaires. Eh bien, je vais donner la parole maintenant à nos panélistes pour rebondir sur ce qu'a dit Kevin et sur la faisabilité ou les difficultés spécifiques des MOOC en Afrique.
Est-ce que Christian, par exemple, tu veux commencer? Alors, je ne le vois plus. Est-ce que Christian est avec nous? Alors, je ne vois pas Christian, il a disparu de mon écran. Je vais donner la parole à Martial alors. Oui, justement, je peux déjà. En fait, à la suite du témoignage qu'il a fait, donc, comme dit, je vais aborder les difficultés quand on est au niveau des MOOC en Afrique. Comme il a si bien dit, la première difficulté, c'est la connexion Internet. La connexion Internet était un peu coûteuse dans certains pays, comme le cas de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est un peu différent de l'Afrique centrale. Maintenant, nous avons, en dehors de la connexion Internet, nous avons aussi le fait que beaucoup de personnes n'aient pas encore eu à faire des cours en ligne. Quand on dit cours en ligne, il faut différencier des cours faits sur WhatsApp, sur Zoom, avec des véritables cours sur des LMS, des plateformes en ligne. Donc, cette difficulté fait en sorte que il y a beaucoup d'handicaps, il y a beaucoup de problèmes d'accessibilité. Donc, nous avons le problème de la connexion Internet, nous avons des problèmes d'accessibilité dus au fait qu'on ne maîtrise pas comment se former avec des plateformes dotées de learning management system. Et aussi, l'autre difficulté, c'est aussi parfois les thématiques abordées, parce que justement, on dit, bon, comme on le sait tous, beaucoup de personnes font des mots, mais beaucoup de personnes arrêtent juste avant la fin, parce que les thématiques abordées ne sont pas parfois captivantes. Ça fait donc que beaucoup de personnes se découragent. Et il y a aussi une autre difficulté, c'est le tutorat, qui n'est pas souvent très permanent en matière de, justement, de MOOC ou de sport. Donc, les apprenants ont tendance à se laisser juste guider. Donc, on demande un cours, on laisse les apprenants seuls entrer et sortir du cours comme ils veulent. Donc, il n'y a pas parfois une réelle assistance ou alors le côté humain n'est pas toujours vraiment pris en compte dans le cadre du tutorat. Ok, alors Martial, tu as déjà donné plusieurs pistes. Tu as parlé de formation sur WhatsApp, tu as parlé de tutorat. Je pense qu'on va y revenir plus tard. Je vais donner la parole à Abdoulaye pour savoir comment faire face à ces difficultés d'Internet et est-ce qu'il y a des solutions qui sont trouvées pour y faire face. Alors, tu es en mute, Abdoulaye, il faut ouvrir ton micro. Tu es toujours en mute, Abdoulaye. Il faut ouvrir ton micro. Abdoulaye, on ne t'entend pas. Il faut. Voilà. C'est bon? C'est bon maintenant. Ok, super alors. J'utilise mon téléphone car ma machine m'a un peu lâché. D'accord. Je dis merci à mes prédécesseurs qui viennent de glaner les difficultés effectivement que nous rencontrons dans cette activité de formation à distance. Disons que c'est une réalité en Afrique en général, mais je prends le cas spécifique du Burkina où je conduis un programme là où il faut forcément travailler avec la connexion Internet. Donc, je ne vais plus revenir les difficultés qui ont été soulevées ici par mes prédécesseurs, mais plutôt des solutions alternatives que nous avons pu, à notre niveau, voilà, essayer de proposer pour pallier cette difficulté à connexion Internet. Disons que dans notre travail, à un certain moment donné, nous avons essayé de réfléchir pour trouver un réseau local. Il y a un routeur que nous avons pu, voilà, acheter ou on a téléchargé nos modules, là où on peut vraiment faire la formation, même s'il n'y a pas la connexion Internet, même s'il n'y a pas assez d'électricité. Donc, voici la solution que nous avons pu trouver à un certain moment donné. Voilà, pour pouvoir effectivement de combler les difficultés liées à la connexion Internet, voilà, qui reste vraiment très complexe dans le cas du Burkina Faso, que je connais très bien. Alors, tu nous as parlé vous avez acheté un réseau local? Un réseau local. Explique-nous, c'est une solution technique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concrètement comment ça marche? Ok, le réseau local, ça veut dire que notre formation que nous faisons, les modules sont sur le site. Les modules sont en ligne. Maintenant, nous avons payé un appareil, c'est un mini-ordinateur, avec des petits appareils que nous avons téléchargé tous les modules. Et là où nous sommes,
les gens ont accès au module sans connexion Internet. D'accord. Est-ce que vous voyez? Mais le problème qui reste toujours, on n'arrive pas à lire les vidéos. Mais tout le contenu en écrit, on arrive vraiment à faire la formation sans connexion Internet. Et plus de 30 personnes peuvent se connecter pour faire le travail correctement sans connexion Internet. Ok, très intéressant. Alors là, on a déjà une première innovation. Si je comprends bien, Abdoulaye, tu Oui, permets à tous les gens qui sont à côté de votre bureau, c'est ça, hein? Il faut c'est être ça. vous, mais en tout cas, ça permet de se connecter et d'accéder à beaucoup de Voilà, au contenu, voilà, contenu. nous voulons transmettre sans connexion Internet. D'accord. Donc, on revit l'expérience de formation, mais on se connecte par Internet sur votre serveur sans avoir besoin d'Internet. Très bien. Euh, C'est ça. si vous avez des Là, c'est questions, pour vraiment au cas où on a des difficultés de connexion. Et si on veut se déplacer dans une localité où il y a même le connexion. très bien. Merci pour ces premières pistes. J'en profite pour rappeler, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat si vous voulez qu'un des intervenants explique un peu plus ce qu'il vient d'expliquer. Mettez-le dans le chat, mettez-les dans la conversation et voilà, on essaiera de partager, de leur reposer la question. Ok, d'accord. Je vais passer la parole à Christian, mais juste avant, je vais lancer un petit sondage pour savoir qui parmi vous a déjà suivi un cours en ligne. Est-ce que vous y êtes arrivé jusqu'au bout, au moins une fois, ou est-ce que vous y êtes jamais arrivé, ou est-ce que vous n'avez même jamais essayé? Voilà. Je laisse tourner ce petit sondage et en attendant, je donne la parole à Christian pour qu'il nous dise un peu comment faire face à ces problèmes de connexion. On t'écoute, Christian. Alors, Christian doit être par là. Hein, je l'ai vu. Ah, peut-être que tu ne peux pas rouvrir ton micro. Si, voilà. Ok. On t'écoute. Vous m'écoutez? Très bien. Okay. Oui. Bon, puisque j'ai été brièvement disconnecté, j'ai été déconnecté au moment où vous disiez que vous allez lancer le sondage. Oui, je suis en train de lancer un sondage pour tous les participants pour savoir s'ils ont déjà suivi une formation en ligne ou pas. Donc, le sondage est en train de tourner. Et en attendant, donc, je voulais vous poser la question à vous aussi de savoir comment faire pour répondre à ces problèmes de limitation d'Internet. Est-ce qu'il y a des solutions que vous avez trouvées pour vos formations? Oui, je pense que les difficultés infrastructurelles qui limitent l'accès aux différents cours en ligne sont déjà une des principales barrières. Maintenant, l'une des solutions que nous pensons que les différents acteurs ou concepteurs de cours en ligne peuvent adopter, notamment à notre niveau, c'est premièrement de se rassurer au niveau du choix de la formation. Donc, se rassurer que la plateforme sur laquelle le cours est hébergé est accessible et qu'elle est accessible avec un niveau de connexion. Et l'une des meilleures plateformes dans ce cas, c'est la plateforme de Moodle qui est accessible peu importe la zone dans laquelle on se trouve avec de très faibles données. Il faut également se rassurer que la plateforme de e-learning, le LMS, que cela permet d'avoir accès à des contenus de façon asynchrone, que cela permet d'avoir accès à des contenus de manière asynchrone. Et un troisième élément, lors de la conception des cours également et de leur mise en ligne, il faut se rassurer qu'une version en ligne de ces différents cours-là est également disponible. Si je prends par exemple le cas au niveau de Waxy, avec le cours en ligne que nous sommes en train de développer, lorsque je mets les cours en ligne pour chaque vidéo, je me rassure qu'il existe également un PDF qui résume le contenu de la vidéo. Je me rassure également qu'il existe des éléments textuels qui peuvent complémenter le contenu de la vidéo, car nous savons que, principalement, s'agissant des acteurs de la société civile, ils peuvent ne pas toujours avoir accès à un très bon réseau pour pouvoir suivre les vidéos. Et il y a également, là c'est du point de vue des usagers, il y a des solutions technologiques. Je pense que notre collègue du Burkina l'a évoqué, M. Sawadogo, en parlant
le réseau en ligne, le réseau en ligne. Il y en a un que je connais particulièrement, Hackspeed. Hackspeed, c'est une solution qui a été développée qui permet d'avoir accès à des contenus en ligne sans avoir accès à Internet. Je pourrais partager un lien dans le chat tout à l'heure par rapport à cela. Mais en gros, il y a des solutions innovantes qui ont été développées et nous devons continuer à pousser notre créativité pour pouvoir faciliter l'accès au e-learning, qui est un potentiel énorme pour augmenter l'accès à l'apprentissage, pour augmenter l'accès au savoir et renforcer les compétences des professionnels et particulièrement des acteurs de la société civile africaine. Merci. Merci Christian. Tu as utilisé du vocabulaire, j'aimerais que tu l'expliques peut-être à tout le monde. Tu as parlé de Moodle, si j'ai bien retenu. Tu as parlé d'asynchrone, de LMS. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ces terminologies? Avec plaisir. Donc, il existe différentes plateformes d'accès au contenu en ligne. En anglais, on appelle ça Learning Management System, les plateformes d'apprentissage en ligne qui hébergent le contenu et facilitent l'interaction entre l'usager et le concepteur du cours. Il en existe plusieurs, Moodle, EDX également en est une autre, il y en a plusieurs. Mais ceux qui sont les plus utilisés, il s'agit de Moodle, particulièrement en contexte africain. J'aimerais préciser cela, qu'en Afrique, par expérience, de par mon expérience et d'après les professionnels du e-learning, Moodle est la plateforme qui est la plus compatible dans la mesure où l'accès y est facile, la prise en main est aisée et le participant peut facilement se familiariser avec la mise à disposition des contenus sur cette plateforme. Donc, ça, c'est ce qui est de Moodle et il y en a plusieurs. Je pourrais, si les participants le veulent, partager des comparatifs par rapport aux meilleures plateformes de e-learning par la suite. Le deuxième élément que j'ai évoqué, c'est l'accès asynchrone. Il y a deux accès le plus souvent à des contenus en ligne. On peut avoir un accès synchronisé. L'accès synchronisé, c'est lorsque c'est fait, c'est-à-dire les inputs sont synchronisés sur Internet et la plupart du temps, cela est live. Mais un accès asynchrone, c'est un accès, entre guillemets, qui peut être offline. Ça veut dire quoi? Il y a certaines plateformes Tu as été un peu coupé, Christian. Alors, Christian est un peu coupé. Je pense que la connexion… participants forcément. Est-ce que vous m'écoutez? Ouais, tu as été un Vous petit m'écoutez peu actuellement? coupé sur la fin. Ok, désolé. Donc, je disais donc que les plateformes asynchrones, un accès asynchrone, c'est un accès qui peut être offline ou en ligne, qui permet donc d'accéder au contenu, de pouvoir les consulter, de pouvoir interagir avec la plateforme sans forcément disposer d'un accès à Internet. Donc, c'est un peu ça. Et le troisième élément, c'était… Tu nous avais… Alors, ouais, je reprends les termes que tu avais utilisés. Tu as parlé de Moodle, d'asynchrone et de LMS. Oui, oui. Donc, j'ai déjà justement expliqué cela. Et par la suite, je pourrais partager des ressources par rapport à cela. Ok, merci, c'est super, Christian. Donc, Moodle, c'est une application, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est une application qui est gratuite, Oui, open source, que oui, n'importe quel organisme de formation peut décider d'installer sur un serveur oui, pour pouvoir diffuser ses formations en ligne. oui. Très bien. Merci, Christian. Puisqu'on parle de plateforme, justement, Martial, est-ce que tu veux, toi aussi, tu as une plateforme qui propose des formations en ligne. Je vais partager immédiatement ton site. Je vais le mettre dans le chat. Est-ce que tu veux nous dire la solution technique que tu as utilisée? Est-ce que tu utilises Moodle toi aussi? En fait, oui. Chez moi, il pleut ici et ça menace ma connexion. Bon, Abdoulaye, tu auras peut-être des problèmes de connexion.
On va écouter Oui, Martial, qui d'accord. justement sur la question de la En fait, bon, plateforme technique que tu utilises. oui, bon, par rapport à mon prédécesseur, je vais déjà dire que nous, comme on a parlé des problèmes d'accessibilité Internet, je vais déjà dire que pour revenir un peu sur le mode synchrone ou asynchrone, on peut définir le synchrone comme étant en direct, comme là maintenant nous sommes en direct, ça c'est un mode synchrone. Asynchrone, c'est je peux accéder quand je veux à n'importe quel moment, sans forcément qu'il y ait des personnes qui soient au même moment connectées comme moi. C'est ça le mode un peu synchrone. Maintenant, la difficulté, c'est plus au niveau des formations synchrones, parce que pendant longtemps, on s'est toujours dit que qui dit formation en ligne dit on doit se voir comme là à présent. Et cette difficulté se répercute au niveau où tout le monde n'a pas assez de mégas, ne peut pas s'acheter une connexion Internet d'une heure. Il faut environ 2 gigas pour tenir une heure. Et comme j'ai dit, dans les pays comme l'Afrique de l'Ouest, pour la plupart des pays où on a eu encadré, il y en a eu ce souci. C'est la raison pour laquelle, pour moi, tout dépend du scénario pédagogique. Ça dépend du scénario pédagogique. Bon, déjà, je suis diplômé je suis formateur en réseau, diplômé de l'Université de Toulouse. Donc, on a eu expérimenté pendant la formation de 2 ans, on a eu expérimenté tout ce qui était question d'accessibilité. Et la solution qu'on utilise, c'est laquelle? Ça veut dire qu'il faut que la formation se fasse à 90% asynchrone et 10% maximum synchrone. Je m'explique. Ça veut dire, il a aussi bien dit tout à l'heure, on a des contenus qui doivent d'abord être accessibles parce que tout part déjà de l'accessibilité des contenus. Donc, vous avez un PDF, vous avez un document en PDF, mais qui doit être dans un langage très simple. Je parle du terre à terre. Ça veut dire, on suppose que les apprenants ne sont pas du même domaine que vous, ou les apprenants ne sont pas, n'ont pas un niveau d'éducation très élevé. D'où, du coup, il faut réellement rendre le contenu accessible en rédigeant dans un langage le plus simple dont on peut s'approprier facilement. Maintenant, le document à disposition doit être assez digeste. Il ne faut pas qu'il dépasse 15 pages maximum. Si vous mettez un PDF de 100 pages, forcément, ils vont se dire, je ne vais pas lire. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire un grand travail de préparation, puisqu'on dit en matière de e-learning ou digital learning, la conception prend plus de temps que l'animation. Ça veut dire que vous devez faire un bon travail de synthèse, que le document soit assez bref, concis et qu'il soit assez digeste auparavant et qu'il soit assez illustré aussi. C'est en sorte que la lecture est facile et la compréhension est facile. Donc, une fois que vous avez dans ce document, vous pouvez, il y a des outils pour animer, comme on dit, Moodle peut être gratuit, ou bon, je mets entre guillemets, mais il y a beaucoup de plugins que vous devez acheter pour que votre formation soit plus aisée. Donc, vous avez ces documents, vous avez des exercices pratiques parce qu'il faut toujours qu'on ait l'impression qu'on est dans la vie active, dans la réalité. Les exercices pratiques doivent renvoyer les apprenants vers le terrain. Je dis, il ne faut pas qu'ils restent dans le chez-soi. Vous avez des exercices pratiques qui les amènent à aller vers le terrain, collecter des informations, revenir. Là, ils ne se démotivent pas. Et comme je dis, et là, la plupart des publics en formation professionnelle sont des gens qui travaillent. Du coup, ils se connectent quand il a la possibilité. Et maintenant, il fait des exercices sur un timing qui est accordé parfois une semaine. Maintenant, le côté synchrone, c'est lequel? Le côté synchrone, c'est des réunions en ligne qui ne doivent pas durer 1 heure maximum. On peut faire chaque fin de semaine, surtout pour s'approprier, pour se rassurer que le contenu a été bien approprié ou qu'il y a eu des difficultés. Bon, maintenant, ça c'est un aspect. Maintenant, il y a un autre aspect pour le milieu rural qu'on a mis en place, c'est la formation par téléphone portable avec des téléphones multimédia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je crois que vous m'écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez un téléphone portable qui a une carte mémoire, maximum 1 giga. Les supports que vous avez bien rédigés sont dans la carte mémoire et vous pouvez utiliser des bonus téléphoniques des opérateurs connus. Donc, l'apprenant s'approprie du contenu et maintenant, vous pouvez communiquer par SMS et vous pouvez le coacher avec des bonus. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a ces bonus-là. Donc, ça, pour le mieux, ça marche sans connexion Internet et on a expérimenté ça qui a marché. Donc, c'est complémentaire à la plateforme. Ok, c'est super intéressant. J'aimerais être sûr de bien comprendre. Euh, Vous voulez dire que vous mettez la formation sur des cartes mémoire que vous donnez directement aux personnes pour qu'elles puissent lire sur leur téléphone et qu'après vous faites un accompagnement, un suivi plus ou moins synchrone grâce au bonus téléphone sur de la communication normale, c'est ça? Oui, normalement, oui, pour des zones où il n'y a pas assez Internet.
Pour des zones où il n'y a pas complètement accès à Internet, c'est ce qu'on fait. Donc, et ça ici. Ok, super. Ben, je ne pensais pas du tout que ce soit possible. C'est un bon témoignage. Bon, c'est depuis 2013 qu'on a mis en place. Je crois qu'il y a un article de RFI dessus. Je partagerai le lien plus tard. RFI a publié un article dessus en 2013 lorsqu'on a mis en place la Provide. Et je crois que ça a été assez diffusé. On continue à utiliser jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce truc en plus. Encore une fois, parmi les participants, là, je vous invite, si vous avez des questions ou des témoignages pour dire comment vous l'avez vécu, je vais partager avec vous les résultats du sondage. Alors, vous avez plus de 75% à avoir suivi des formations et être allé au bout au moins une fois. Donc, on est face à un public qui est averti déjà bien formé. Il y en a quand même encore 23% qui ont essayé, mais ils ne sont jamais arrivés jusqu'au bout. Peut-être qu'il serait intéressant de savoir quel est le pourcentage de gens qui vont jusqu'au bout. Je sais qu'en général, il y a beaucoup de pertes en ligne. Je ne sais pas si les panélistes veulent rebondir là-dessus. Comment vous faites pour garantir que les participants, quand ils commencent une formation, essayent d'aller jusqu'au bout? Je ne sais pas si Abdullah est là, s'il est arrivé, si la connexion lui permet de parler. Christian, tu as la parole, on t'écoute. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, les statistiques en général dans le domaine du e-learning montrent que c'est en moyenne 1/5 des personnes qui s'inscrivent à un cours en ligne qui réussissent à achever le cours complètement et entièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un échantillon de 100 personnes, à la fin, il y aura moins de 20, au maximum 20 qui vont réussir à achever la formation. Et c'est une tendance qui est commune dans la majorité des cours en ligne. Et il y a quelques rares cours en ligne qui réussissent à aller au-delà. Et là, il s'agit principalement des cours dont l'accès est libre et gratuit, ce qu'on appelle les CLOM, Open Access Online Courses, les cours en ligne ouverts et massifs. Mais lorsque le cours est payant et que le participant a déboursé de l'argent avant de s'inscrire, la majorité du temps, effectivement, on dit souvent, là où notre argent est, notre cœur y est également. Donc, lorsque le cours est payant, en général, le taux de complétion, le taux d'achèvement est plus grand. Donc maintenant, quelles sont donc les stratégies qui peuvent permettre à un animateur pédagogique en ligne ou un modérateur de pouvoir se rassurer que le nombre d'entrants, le nombre de personnes qui se sont inscrits au cours, qu'ils puissent progressivement aller jusqu'à la fin? Il y a quelques éléments que j'aimerais partager de par notre expérience au niveau de WACSI, l'Institut pour la société civile en Afrique de l'Ouest. Donc, le premier élément, c'est que le parcours doit être clair. Ça veut dire quoi? On s'engage dans quelque chose davantage lorsqu'on sait clairement où on va. Donc, si la vision, si le participant ne connaît pas clairement quels sont les différents modules, quel est le temps qui sera alloué à chaque module, c'est évident qu'il puisse se décourager. Puisque, imaginez par exemple que vous vous engagez dans un cours et vous ne savez pas que le cours va vous demander, disons, 3 heures de temps par semaine. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, si dans la conception du cours, on ne vous indique pas clairement que voilà le niveau d'heure que vous devez être préparé à consacrer avant de vous engager, il est évident que en cours de cours, vous puissiez vous décourager. Donc, le cours doit être structuré. Un deuxième élément, c'est au niveau de l'animation en ligne. Ça veut dire, chaque semaine, il faut régulièrement interagir avec les participants. Dans la conception des cours, par exemple, lorsque nous le faisons, nous créons un espace pour des interactions avec les modérateurs du cours, où les participants, lorsqu'ils rencontrent une difficulté avec un module, ils peuvent directement nous envoyer leurs questions et nous allons réagir à cela. Cela permet de répondre directement aux difficultés que l'apprenant rencontre et de se rassurer qu'il ne lâche pas. Donc, la modération ou l'animation, je vais dire, c'est l'un des éléments capitaux. Un troisième élément, c'est la gamification. Peu importe votre âge, le jeu est un dénominateur commun. Donc, il y a donc des plateformes en ligne qui intègrent des modules de gamification
gamification. Par exemple, rendre compte que lorsque vous achevez un quiz, vous allez voir une image assez jolie qui va vous dire félicitations, vous avez achevé le quiz, beaucoup de courage, continuez ainsi. Ou alors, sur certaines plateformes, je prends le cas de EDX, ou alors parfois quand vous achevez, on peut vous donner un badge. Je pense que vous voyez un peu, on vous donne un badge spécifique pour le module que vous venez d'achever. Vous êtes très bien sans savoir que si au cours du cours, vous recevez des badges, cela va vous encourager à vouloir avoir le badge prochain et vous serez encouragé à poursuivre dans la dynamique du cours. Donc, il y a plusieurs techniques de gamification. On ne peut pas les épuiser dans le cadre de cette conférence en ligne. Et il y a également l'élément du suivi par email, le suivi par email qui doit être régulier. Et pour que ce suivi doit être régulier, il faut que l'équipe pédagogique ait déjà un planning bien établi par rapport aux différentes phases, n'est-ce pas? Soit vous pouvez avoir une fréquence que les cours ou l'accès au module se fera en début de chaque semaine et vous rassurez que au début de chaque semaine, que vous envoyez un email aux participants pour les informer qu'il y a un nouveau module qui a été mis en ligne. Et le dernier élément, le cinquième point que j'aimerais évoquer par rapport pour maintenir les participants, c'est de se servir du data analytics. Ça veut dire, en fonction des différentes plateformes de formation en ligne, les données qui sont enregistrées par rapport aux participants varient. En général, avec Moodle ou avec EDX ou avec Doteo, il y a suffisamment de données qui peut vous permettre, lorsque vous suivez cela de près, chaque semaine, de voir, OK, quel est le nombre de participants qui se connectent régulièrement à la plateforme. Lorsqu'ils se connectent, quels sont les modules qui attirent beaucoup plus leur intérêt? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé un quiz et qui n'ont pas achevé? Est-ce qu'il y en a qui ont des... C'est-à-dire, avec le data analytics, vous pouvez avoir accès à ces données minutieuses et cela peut vous informer sur les actions à prendre pour faire un suivi avec les participants et vous rassurer et continuer. Donc, en gros, c'est un peu ça. La modération doit être active, le suivi doit être actif, s'appuyer sur les données et se rassurer que le contenu est qualifié. Voilà ce que je voulais partager par rapport à cela. Merci. D'accord. Donc, on voit que la formation en ligne, il y a quand même beaucoup de travail. Martial disait beaucoup de travail de préparation, mais également beaucoup de travail de suivi pendant la formation pour que les participants ne se découragent pas et donc essayer de suivre vraiment les statistiques pour savoir qu'est-ce qui marche pas et peut-être, si je comprends bien, encourager, relancer les participants, créer peut-être des dynamiques entre eux. Martial, est-ce que... Alors, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, Christian, au début, sur le fait que les formations payantes étaient mieux suivies. C'est en ce sens qu'on avait aussi invité Martial. Donc, je voulais savoir, Martial, est-ce que les gens sont prêts à payer pour des formations? Est-ce que c'est difficile de convaincre les gens de payer pour des formations? Et oui, peut-être, est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience là-dessus, sur les prix? Oui, bon, je vais déjà dire qu'on avait commencé par des formations gratuites à une époque pour faire connaître la plateforme et tout. Et pour rebondir un peu sur les sujets du taux de complétion très très bas, je vais d'abord revenir dessus avant de revenir dessus pour dire qu'en fait, tout dépend de deux facteurs, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est lorsque quelqu'un accède à un cours, qu'il soit payant ou gratuit, il a des attentes, il a un objectif à atteindre, il a des attentes. Et si ces attentes ne sont pas prises en compte, il est fort possible qu'au premier module, il lâche. Raison pour laquelle, dans la prise en main, il faut commencer toujours par module 0, la prise en main où on a les attentes des participants, on a une idée de leur vécu, on a une idée de ce qu'ils souhaitent, ce qui permet automatiquement, comme je dis souvent, le contenu n'est pas statique, de revoir son contenu pour qu'il s'adapte aux attentes du bon nombre. Vous avez prévu faire un cours sur les déchets plastiques et que vous n'avez pas prévu, par exemple, une partie recyclage, peut-être fabrication des pavés en plastique précédemment. Si les participants veulent majoritairement avoir je vais dire que ce module sur les pavés en plastique, il n'y a pas, les gars vont abandonner. Donc, d'où je parle de la motivation, d'abord une crainte. Est-ce que cette maintenant, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la gamification et tout, mais surtout le suivi, le côté humain dans la formation. Le e-learning a connu beaucoup de problèmes parce qu'il n'y avait pas ce côté humain. On n'est pas là pour l'apprenant, on ne le suit pas, on ne l'écoute pas. Donc, l'apprenant, c'est compliqué, c'est difficile, mais l'apprenant doit avoir la possibilité de dialoguer directement avec les formateurs, de poser ses problèmes. Parfois, il y a des gens qui sont timides, ils ne veulent pas poser leurs problèmes en ligne.
devant tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait possibilité qu'ils vous appellent. Moi, je peux dire la première expérience qu'on a fait du premier mois avec 1200 participants, j'étais surmené parce que beaucoup vous appellent à toute heure. C'était difficile, c'était compliqué. Au moment, tu as tendance à vouloir craquer, mais ça a réussi, ça a été une réussite. On a atteint plus de 70% de taux de complétion parce qu'il y a eu ce côté humain. Ça donne plus de confiance et ce qui fait aujourd'hui que ceux-là qui ont suivi ce premier cours sont prêts à payer pour arriver à la question. Parce que pour qu'ils payent, il faut qu'il ait confiance dans ton dispositif. Il faut qu'il ait confiance sur le fait que ses attentes vont être comblées. D'où maintenant pas des formations payantes. Maintenant, ce qui concerne les formations payantes, justement, aujourd'hui, on a démarré avec des formations payantes, on arrive à vendre. On a par exemple un cours sur la pisciculture qui est déjà à 52 inscrits pour un montant de 10 000 francs, ce qui était difficile avant. À l'époque, lorsqu'on demandait de payer l'attestation à 10 000 personnes de payer, on faisait tout un cours, on investit plus de 2 000 euros pour monter un cours, mais à la fin, tu dois prendre tout cet investissement. Tu fais un autre cours gratuit où tu baisses même les coûts, personne. Mais aujourd'hui, on arrive déjà à avoir des personnes qui payent réellement. Bon, le problème qu'il y a, la difficulté qu'il y a, c'est le moyen de paiement où je veux m'attarder plus. En Europe, on a, je vais dire, lorsqu'on est en Europe, c'est plus facile. Tu peux payer par Visa, Mastercard, c'est évident. Mais en Afrique, c'est pas évident de payer par Visa, Mastercard. On a primé 2 ans. Je vous dis, aujourd'hui, on a cette formation, on a primé 2 ans. On a testé diverses solutions, y compris européennes. Vous tombez sur des difficultés. Déjà, par exemple, des solutions européennes, quand vous voulez tester en Afrique, on vous demande d'avoir une domiciliation en Europe, ce qui n'est pas toujours le cas. On ne peut pas créer une entreprise en Europe pour avoir des moyens de paiement. Et en Afrique, il y a beaucoup de solutions englobantes, mais qui ne fonctionnent pas. Quelqu'un vous dit, OK, vous pouvez payer, on peut payer par Mastercard, Visa, Mobile Money, mais quand vous testez, il y a des bugs. D'où, nous, l'alternative qu'on trouve aujourd'hui, on a trouvé un opérateur local qui fait des paiements par Mobile Money, mais ça ne fonctionne que pour le Cameroun et pour le Sénégal. Par contre, on a trouvé une alternative qui est d'avoir des représentants pays. Cela, et ça marche même mieux parce que un représentant pays, c'est quelqu'un qui est dans un pays, quelqu'un qui a une certaine autorité, dont les gens ont confiance, donc on peut facilement payer chez lui. Mais la difficulté, c'est qu'il faut créer des comptes soi-même, il faut inscrire des participants soi-même, c'est un peu plus pénible. Mais bon, ça permet quand même à ce moment de pouvoir tenir. Donc, on est au niveau, pour ce système, le système automatique permet de créer des comptes automatiquement, donc ça facilite le travail. Mais lorsqu'on n'a pas de moyens de paiement, on est obligé de passer par un système manuel avec des représentants pays qui collectent des fonds, ils nous transfèrent des fiches et nous on crée des comptes. Et là, c'est ce qui est en train de fonctionner actuellement. Bon, je crois que je peux faire m'arrêter là. Voilà, s'il y a autre chose, je peux continuer. Écoute, c'est vraiment passionnant. Merci Martial. Tu as abordé beaucoup de sujets, je trouve. Voilà, Christian aussi te félicite. C'est vraiment excellent parce que tu as abordé beaucoup de sujets effectivement hein, sur le prix, la plateforme, l'investissement. Alors je voudrais justement, après je prendrai peut-être des questions dans le public parce que le temps file. Je voudrais savoir. Je suis une petite organisation, j'ai pas trop de moyens, on fait des formations, on a l'habitude de faire des formations sur le terrain et là, on a envie d'essayer de monter une formation en ligne. On commence par quoi? Combien ça va coûter? Quel est le plus simple pour commencer? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous avez un conseil à me donner si je veux commencer à proposer des formations en ligne à mes bénéficiaires? Ok. Christian, on t'écoute? Ok. Donc, si je prends un exemple pratique par rapport au cas de WACSI, l'Institut pour la société civile en Afrique de l'Ouest, lorsque nous avons décidé de nous lancer dans la conception des cours en ligne, une des premières choses que nous avons eu à faire, c'était déjà de comprendre si le besoin de réaliser cette formation en ligne était déjà nécessaire, c'est-à-dire quelle sera la valeur ajoutée, n'est-ce pas? Il faut déjà comprendre cette valeur ajoutée. Le deuxième élément, c'est de comprendre les besoins réels, parce que si une formation est faite en ligne, elle doit répondre à des besoins d'un public cible. Il faut donc comprendre clairement ces besoins réels-là, parce qu'une formation en présentiel ne se déroule pas de la même façon qu'une formation en ligne. Donc, ce n'est que lorsque vous avez une compréhension minutieuse des besoins réels et non perçus de votre public cible que vous pouvez maintenant. Alors, il y a des petites coupures, Christian, dans ce que tu dis. Là, tu es figé. Ok, est-ce que c'est mieux?
Voilà, c'est revenu maintenant. OK. Je disais donc que le premier élément, donc, c'est de comprendre clairement les besoins d'apprentissage de votre public cible. Deuxièmement, de définir en fonction de ces besoins quels seront les objectifs de votre cours. Troisièmement, de développer des contenus pédagogiques qui répondent à ces objectifs-là avec les méthodes d'évaluation appropriées. Maintenant, lorsque cela est déjà bien élaboré, vous pouvez maintenant explorer quelle est la plateforme. Déjà, lorsque vous allez faire une évaluation des besoins, n'est-ce pas? L'évaluation des besoins ne va pas se limiter aux besoins pédagogiques. Vous allez également évaluer quel est leur environnement technologique. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire, dans votre questionnaire ou dans vos échanges avec votre public cible, vous pouvez leur demander quels sont les outils qu'ils utilisent régulièrement. Est-ce qu'ils disposent d'un laptop? Quel est leur niveau d'accès à Internet. Donc, c'est en fonction des données que vous collectez auprès de votre public cible que vous allez voir quelle est la plateforme qui est la mieux appropriée pour cette formation-là. Maintenant, pour ce qui est de la plateforme, il y a des comparatifs en ligne. Vous pouvez donc, en fonction de vos besoins, donc, regarder la plateforme qui répond au mieux. Mais en général, la meilleure plateforme, d'après moi, pour les formations en ligne en milieu africain, c'est Moodle. J'ai essayé de nombreuses autres plateformes, mais à la fin, c'est Moodle qui a le taux d'engagement et qui est le plus accessible à beaucoup. Et l'un des avantages de Moodle, c'est que c'est open source, donc c'est en constante évolution. Donc, après le choix donc, de la plateforme, vous allez également vous rendre compte qu'en fonction de vos besoins, il y a des plateformes qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. Moodle également a cet avantage-là que cela dispose de beaucoup de fonctionnalités gratuites. Évidemment, il y a des fonctionnalités vraiment spécifiques que pour y avoir accès, il faut avoir un abonnement. Mais en général, vous pouvez vous lever et développer un cours en ligne gratuitement à partir de Moodle. Il y a une version gratuite qui existe que vous pouvez utiliser pour une formation basique à distance. Maintenant, lorsque tous ces différents éléments-là sont donc, déjà, comment dire, schématisés et bien décrits et bien perçus, vous pouvez donc entamer la conception des modules. Et comme l'a dit Gervais, comme l'a souligné M. Sawadogo, n'est-ce pas, la conception des modules prend vraiment du temps parce qu'il faut que ce soit des modules qui sont concis, pas très longs, que ce soit des modules qui sont accessibles. Bref, il faut envisager l'ensemble du scénario pédagogique. Ça veut dire quoi? L'ensemble des étapes que l'apprenant va entreprendre du début jusqu'à la fin pour pouvoir achever le cours. Et l'un des moyens pour le faire, pour bien faire cette scénarisation, c'est d'utiliser un outil marketing qu'on appelle le persona. Le persona, en principe, c'est l'ensemble des caractéristiques, n'est-ce pas, de l'apprenant idéal, du participant idéal. Lorsque vous avez une idée claire du type de participant qui aura accès à votre cours, cela vous permet de mieux construire le scénario pédagogique et de mieux intégrer les cours pour faciliter son accès. Donc, voilà un peu les différents éléments que j'aimerais partager par rapport à cela. J'avais déjà évoqué la dimension économique, n'est-ce pas? Comment faire pour que votre cours puisse être payé en ligne? Et en Afrique, particulièrement, le mobile learning est une solution qui est en train d'être de plus en plus adoptée, puisque les solutions bancaires ne sont pas très, très répandues. Merci. Merci Christian. Je vais donner la parole à Martial. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller pour apprendre justement à monter une plateforme, une formation en ligne? S'il y a des ressources à nous partager, ça serait intéressant. Et, Oui, déjà, et Martial, oui, qu'est-ce que tu peux nous dire toi oui. de ça? En fait, il y a déjà, bon, c'est vrai que comme dit, il y a des ressources gratuites, des formations, des MOOC sur comment créer un module d'e-learning qui existe. Il y a des programmes de l'Union européenne qui ont existé, il y a certaines plateformes conformes qui en donnent. Mais comme j'ai dit, vous savez, entre ce qu'on vous donne dans des MOOC et ce qui est, il y a vraiment un gap, pour vous dire vrai. Moi, j'ai commencé des MOOC dans les années 2007-2008. Je voulais développer, je faisais des formations pour qu'on se comprenne mieux. J'ai commencé avec des cours à distance en 2005. En mode, à l'époque, il y avait i5 et il y avait le mail. Et je gagnais déjà assez de sous quand même grâce à ça. Donc, déjà, me payais par sur une ainsi de suite. Et j'ai donc voulu aller vers des cours en ligne. Et au début, j'ai commencé avec des formations
dans des plateformes. Mais pour vous dire vrai, ce que j'ai reçu m'a pas permis de concevoir réellement un cours qui soit vraiment... J'ai eu beaucoup d'échecs. On a perdu beaucoup, on parle en euros, on a perdu énormément, plus de 5 000 euros avec une première plateforme sur un LMS gratuit comme Clarence, ainsi de suite. Même au-delà, d'abord testé d'abord à l'époque avant de revenir dessus. Donc, nous, je dis, si on veut faire des dents comme un métier, c'est mieux de faire une formation professionnelle dessus. Moi, par exemple, j'ai fait l'Université de Toulouse, Capitole 1, où j'ai eu mon diplôme. Il y a d'autres écoles de formation qui vous donnent vraiment le cœur du métier. On se comprend, je ne sais pas si on se comprend pour dire vrai. Au cas contraire, il faut se faire accompagner par des professionnels. Je crois que Christian tout à l'heure l'a dit, par exemple, quelqu'un de son pays peut venir vers lui et lui peut l'accompagner de bout en bout, tout comme au Cameroun. Donc, il faut se faire accompagner par un professionnel. Et d'autre part, il y a des plateformes qui existent comme des groupes de discussion, des professionnels e-learning. Sur LinkedIn, il y en a, et ainsi de suite, où vous avez des ressources gratuites qu'on vous partage constamment. Maintenant, celui qui veut mettre en place un cours et qui n'a pas de plateforme, parce qu'il faudrait dire, Moodle, par exemple, est gratuit, mais je vais vous dire que ce gratuit a beaucoup de limites, pour vous dire vrai. Surtout lorsqu'on va aller vers du payant. Quand c'est du gratuit, des mots gratuits, les gens je vais dire, ils sont patients. Ils écoutent, ils ne sont pas, ils sont pas rigoureux sur les attentes. Mais lorsque vous commencez avec des cours payants, ils sont exigeants. Et étant exigeants, vous êtes obligé de chercher des plugins qui, eux, sont payants pour faciliter certaines activités pédagogiques. C'est ce qu'il faut comprendre. D'où, justement, un moment, vous allez voir en Europe, prenez peut-être le mot je crois que c'est ABC de Rémi Bachelier, il vaut pas de 50 000 euros pour concevoir un cours. Ce n'est pas illusoire, c'est réel. Vous voyez un peu, les rapports existent sur Internet. Pour faire un véritable cours, il y a un cours. Il y a un cours, il y a chercher des outils qui ont certains cours qu'il faut à tout aborder. Bon, maintenant, donc, autre chose, comme j'ai dit, on peut partir de deux choses, soit aller vers un professionnel qui peut vous aider à héberger. Je crois que Coursera permet d'héberger des cours sur la plateforme monétisée. Il y a beaucoup de plateformes qui acceptent qu'on héberge des cours chez eux, mais si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous pouvez, comme je dis, vous pouvez maintenant développer la vôtre, mais de manière progressive. D'accord, merci Martial d'avoir un peu cadré et surtout partagé cette expérience. On comprend que ça fait des années que tu es dedans et que tu es vraiment passé par des étapes difficiles et que tu as investi beaucoup de temps et d'énergie là-dessus. Il y a des témoignages, enfin des questions dans le chat. Je sais que Christian souhaite prendre la parole pour réagir à quelques questions dans le chat. Et moi, j'aimerais bien, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais peut-être prendre un ou deux témoignages parmi vous pour savoir est-ce que ça vous donne envie d'essayer de développer des plateformes. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous avez échoué? Voilà. S'il y a un ou deux témoignages parmi les participants, j'aimerais les prendre avant de partir. Alors, levez la main si vous savez faire. Et sinon, je donne la parole à Christian qui va compléter. C'est en mute, Christian. Hein? Non, bon, je pensais que vous avez donné la parole à ceux qui aimeraient partager leur expérience. Je commence à parler et j'attends que les gens lèvent la main et je leur donnerai la parole. Mais en attendant, bon, j'envoie deux, Paul Ngafak et Asako Célestine. Il y a M. Paul Ngafak dont j'ai vu la main levée. Je ne le vois plus. Paul Ngafak a la main levée. Et M. Franck Dudibikile. Alors, on va prendre la parole donner la parole à M. Paul Ngafak. Fantastique. Bonjour à tout le monde. C'est Paul Ngafak, je travaille pour BudLive. Voilà, la question que je vais poser, c'est de savoir, donc maintenant on est en train de concevoir un programme de renforcement des capacités pour les OSC en Afrique centrale et de l'Ouest, et je pense que Waxi fait partie des gens qui vont nous aider à le faire. Et là, c'était parti pour un cours en présentiel. Donc, c'était parti pour un cours en présentiel, mais maintenant, on se retrouve avec la pandémie et autres. Il est très difficile maintenant de réunir des gens dans le même endroit pour donner des formations. Et donc, si moi, je participe
la conférence aujourd'hui, c'est pour explorer quelles sont les alternatives qu'on peut proposer, par exemple, aux organisations qui ont déjà soumissionné, qui ont reçu les financements pour faire ce genre de renforcement des capacités, quelles sont les différentes alternatives que nous aussi, on peut leur proposer si elles n'en ont pas. Et maintenant aussi, il va falloir que nous, on puisse suivre. Il va falloir qu'on puisse suivre derrière. Donc, c'est un peu ça qui motive ma participation aujourd'hui. Donc, j'ai déjà suivi pas mal de pistes. Donc, s'il y en a d'autres, je serai toujours preneur. Et voilà, merci bien. Merci. Tu veux répondre de suite ou je prends une autre question et peut-être on répondra ensemble? Il nous reste peu de temps. Ça va? Luc Ngandou, est-ce que tu veux intervenir? Poser une question? Alors, Luc. Bon, alors, oui, je suis en ligne. Très bien. On écoute votre question, Luc. Alors, tu es mute. Vous me suivez? On t'écoute, Luc, tu peux poser ta question. Et après, le bouton mute. Là, on t'écoute. Ça ne va toujours pas? Si, ça, on vous écoute là. Allez-y, Luc. Ok, je suis de l'Observateur citoyen de l'empreinte écologique et du développement durable. Hein. Mais j'enseigne aussi à 1000 km de Kinshasa. Je vis à Kinshasa. Et avec les événements ici, il est difficile d'enseigner à la faculté de médecine de Lodja, là où je vais. Alors, je voulais demander conseil à ceux qui ont cette expérience-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enseigner en ligne dans la faculté de médecine de Lodja, là-bas, parce que je suis à Kinshasa. D'accord, merci. La question est courte, mais elle est très simple, on l'a compris. Qui veut rebondir? Martial, Christian? OK. Bon, déjà, pour le premier élément, il y a notre collègue qui a demandé quelles sont les alternatives de formation en ligne pour des acteurs de la société civile. Mais déjà, avant d'y répondre, j'aimerais préciser que lorsque nous parlons de formation en ligne, cela ne signifie pas forcément que le cours doit se développer ou doit être présent sur, je sais pas, sur une grosse plateforme avec un gros budget et autres. Donc, il faut essayer déjà de démystifier cela. On peut réaliser des cours en ligne sans forcément passer par Moodle ou par ces différentes plateformes-là. L'avantage de ce système, c'est que c'est intégré. Ça veut dire qu'il y a le data analytics et cela intègre plusieurs éléments pour gérer les participants. Mais il est possible d'innover et d'utiliser certains moyens alternatifs pour mener une formation et effectivement, cela va dépendre des objectifs que nous voulons atteindre. Nous prenons par exemple le cas au niveau de WAXI. Chaque vendredi, chaque premier et dernier vendredi du mois, nous donnons des formations en ligne qui sont destinées aux acteurs de la société civile et nous utilisons principalement Zoom. Cet outil, c'est là que nous utilisons actuellement. Donc, nous programmons la formation et nous envoyons le lien aux différents participants et à leur indiquer qu'ils se connectent avec le mot de passe et ainsi de suite. Donc, l'évaluation ici va se faire offline. L'évaluation ici va se faire offline. Donc, le déroulé de la formation se déroule comme actuellement. Nous présentons les contenus, nous projetons les contenus, nous expliquons, nous interagissons avec les participants en live. Et après, il y a des exercices pratiques qu'ils doivent réaliser en ligne et nous renvoyer cela par email et nous leur donnons un feedback. Donc, voilà une approche que nous utilisons. Une autre approche qu'une OSC ou M. Luc également au niveau du Congo pourrait utiliser, c'est sur YouTube, n'est-ce pas? Si vous avez des moyens de bord, une équipe qui peut filmer, faire des enregistrements vidéo, l'avantage en faisant des enregistrements vidéo, c'est que cela est disponible sur plusieurs périodes, sur plusieurs années, quoi. C'est-à-dire, plusieurs personnes peuvent avoir accès au même contenu. Vous pouvez donc développer des contenus, des vidéos éducatives et les mettre en ligne sur YouTube, n'est-ce pas? Et également, il y a WhatsApp, les réseaux sociaux. Donc, en fonction de votre public cible, s'il s'agit d'un public jeune, et même s'ils ne sont pas, quand je dis jeune ici, c'est moins de 35 ans, vous pouvez utiliser les outils comme WhatsApp. J'ai une amie au niveau de l'Égypte
une enseignante égyptienne qui utilise Telegram pour toute sa classe. Ils sont nombreux et c'est juste que ça demande beaucoup plus d'énergie. Mais lorsque vous êtes vraiment déterminé et que vous structurez également, j'avais rédigé un article sur comment faire une formation en ligne à partir de WhatsApp. Je pourrais partager le lien dans le groupe tout à l'heure. Mais en gros, sur WhatsApp, vous pouvez définir les règles. Vous dites, OK, voici les types de contenus qui sont autorisés, voici les heures où vous pouvez poser des questions, voici les heures où je serai disponible, voilà, vous envoyez les contenus. Donc, bref, sur WhatsApp, vous pouvez totalement dérouler une formation en ligne, sauf que ce sera principalement utilisé pour accéder au contenu et interagir avec vous. Et l'évaluation pourra se faire de façon externalisée. Il s'agit d'un cours en anglais. Les participants peuvent enregistrer leur discours et balancer, vous écouter et ainsi de suite. Je vais m'arrêter là pour permettre aux autres panélistes d'intervenir. Merci. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette conférence. Si vous voulez poursuivre les échanges et les discussions, encore une fois, on a fait un groupe Facebook et LinkedIn pour rester en contact avec vous. Audrey va vous les partager pour ceux qui ne sont pas encore connectés, pas encore inscrits. Inscrivez-vous dans le groupe LinkedIn et Facebook et nous, on utilisera ces moyens pour échanger l'information que les intervenants, les panélistes nous donneront. Avant de conclure, je voudrais juste donner la parole une dernière fois à Christian et à Martial pour leur demander est-ce que vous avez une actualité à partager avec nous. On commence par toi, Christian, et Martial va nous donner son actualité à la fin. OK. Donc, en termes d'actualité, c'est juste d'encourager à oser. Je pense que ce sera là mon mot de fin. Osons. Parce qu'il y a beaucoup qui considèrent encore la formation en ligne comme étant un Prométhée, c'est-à-dire quelque chose d'exclusif. Lorsqu'on a forcément un gros budget, il faut oser, il faut être innovant, il faut se lancer en fait, quoi. Peu importe le nombre de formations que vous allez suivre et tout, si vous ne décidez pas de vous lancer, vous n'allez pas vraiment comprendre la chose. Ça, c'est bien. Donc, il faut oser. Et deuxièmement, il faut démocratiser l'accès parce qu'il y a, en termes d'information, beaucoup de jeunes en Afrique ne connaissent pas encore le potentiel du e-learning. Ils ne mesurent pas encore l'importance des savoirs et des connaissances qui peuvent être acquises au niveau des formations à distance. Et il y a plusieurs plateformes. Je peux en citer quelques-unes. Il y a France Université Numérique, il y a EDX, il y a FON, il y a Coursera, il y a beaucoup de plateformes, n'est-ce pas, qui chacune ont leurs particularités, qui vous permettent d'avoir accès à des contenus, à des formations à distance pour développer votre profil. Voici un moment de confinement, profitons-en pour développer nos compétences, pour développer nos connaissances grâce au e-learning. Tel sera mon mot de fin et je vous remercie tous pour les différents échanges et je vais partager mon contact pour ceux qui aimeraient avoir accès à certaines ressources, je pourrais le leur envoyer. Merci. Merci beaucoup, Christian. Martial, est-ce que tu veux nous parler de tes formations, d'une activité ou d'un produit que tu proposes? Oui. Bon, actuellement, en termes d'actualité, nous avons un MOOC professionnel que nous organisons sur la production des poissons de table et dans le domaine de la pisciculture au sol qui va débuter le 20 juillet. Nous avons un sport, un cours professionnel en ligne que nous organisons dès le 17 août qui porte sur les bonnes pratiques de production des jus de fruits. Nous constatons que beaucoup de personnes disent savoir produire, mais beaucoup de personnes fabriquent, extraient ou produisent des jus de mauvaise qualité, donc il est question de les amener vers les aspects normatifs. Nous avons aussi un autre cours qui est en vue pour le mois de septembre sur l'orientation scolaire, mais il sera complètement gratuit. Nous avons un autre cours prévu sur le mobile money avec un opérateur local qui est en cours de développement. Donc, on ne s'est pas confirmé, je ne vais pas donner le titre, c'est encore en cours de préparation. Et nous avons un autre cours prévu sur les bonnes pratiques de production de la mayonnaise, toujours pour amener vers des aspects normatifs. Et un autre aussi qui est aussi en cours sur la production du plastique biodégradable. Bon, maintenant, sur les aspects organisationnels, nous travaillons actuellement sur la mise en place d'un système de management de la qualité sur la norme ISO 9001, version 2015, pour permettre, parce qu'aujourd'hui, le e-learning est en train de prendre, je vais dire, va à une certaine vitesse en Afrique, mais
le côté normatif du e-learning n'est pas encore abordé. Donc, nous travaillons déjà actuellement sur un système de management de la qualité et probablement nous travaillons aussi à proposer des référentiels en lien pour que les plateformes puissent pouvoir être certifiées. Bon, nous avons aussi... Oui, oui. Vas-y, c'est bon alors. Ok, merci Martial. Juste une question pour confirmer. Est-ce qu'on peut acheter tes prestations, enfin tes formations partout en Afrique et en Europe? Oui, comme j'ai dit, le souci de paiement se pose toujours. Donc, on peut les acheter à travers nos représentants ou alors à travers des moyens traditionnels qui existent comme MoneyGram, Western Union, pour ceux qui actuellement le font. Actuellement, c'est ce qui se fait. Donc, nos formations se payent partout. Bon, eh bien, voilà, je t'invite à partager auprès de tous les participants tous les liens pour pouvoir acheter tes formations. Je vais clôturer cette formation, enfin cette conférence. Tout d'abord, un grand merci à Martial et à Christian pour avoir été nos panélistes. Abdoulaye, malheureusement, a eu un problème. C'est le troisième intervenant, mais il a eu un problème de connexion. Il nous a quittés en plein milieu, mais je le remercie quand même de s'être mobilisé. Merci à tous les participants et je vous dis dans 25 minutes à peu près, il y aura la prochaine session où on continuera de parler MOOC avec un MOOC proposé par l'Institut la francophonie pour le développement durable. Voilà. Donc, on reste dans le e-learning. J'espère vous y retrouver tous tout à l'heure. Merci et à bientôt. Bye. Merci beaucoup, Christian. Ce fut un plaisir. Ouais. Très grande qualité d'échange. Vraiment, j'en profite pour vous le dire. Vraiment, on a vraiment été édifiés, on a abordé beaucoup de sujets et voilà, je suis sûr que beaucoup de participants voudront revenir vers vous pour en savoir plus. Et nous-mêmes, on voudra revenir vers vous pour en savoir plus. C'est un plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Je vais clôturer ici et on se retrouve à la prochaine conférence. Ok.